conformer sa sentence à la loi. Voilà un principe qui va guider le futur homme d'État, le jeune prince, dans son comportement, à l'égard non seulement de ses concitoyens, mais de ses ennemis. Être conforme à la loi. On voit qu'il y a déjà une histoire de droit et de constitution à la clé. C'est un philosophe qui écrit, Xénophon, qui a été marqué par la philosophie grecque et par l'émergence de la démocratie grecque. Il y a de cela dans les accents sur la justice, sur les questions morales, dans ce texte. Alors aussi, cette petite leçon de justice se termine ainsi. Ainsi, tu vois, mère, que sur la justice, je suis tout à fait au courant. Et si j'ai besoin de leçons supplémentaires, voici grand-père qui me les donnera. Mais, dit-elle, on n'a pas chez ton grand-père et en Perse les mêmes façons de voir sur la justice. Lui s'est rendu maître absolu chez les maîtres. En Perse, au contraire, c'est l'égalité des droits qui est regardée comme la justice. Ton père est le premier à faire ce que l'État ordonne, à recevoir ce qu'il lui attribue, et la limite de son pouvoir est non pas son caprice, mais la loi. Prends donc garde de mourir sous le fouet une fois dans ton pays, si tu y rentres, après avoir appris de ton grand-père, au lieu des règles de la royauté, celles de la tyrannie, dont le propre est de croire qu'elle doit posséder plus que tout le monde. Mais précisément, mère, dit Cyrus, ton père s'entend mieux à apprendre aux autres à posséder moins que plus. Ne vois-tu pas qu'à tous les maîtres, il a appris à posséder moins que lui? Sois donc tranquille. Quand il me renverra, nous n'aurons pas appris, ni moi ni personne, à posséder plus qu'il ne faut. Vous voyez, disons, un petit peu l'artifice du raisonnement, c'est toute une dialectique. On sent bien qu'il y a là des accents hérités de la philosophie grecque. Il démontre à sa mère, le jeune prince, sous la plume de Xénophon, il démontre qu'on ne doit jamais s'écarter du saint principe de la loi qui a été acceptée par tous. Ben, c'est l'amorce de la démocratie. Et il fait donc opposition à son grand-père, qui est le monarque absolu, qui est le despote. Il y a à cette époque-là, dans presque tous les textes à caractère politique grec, ce grand débat, faut-il le despotisme ou faut-il la démocratie? Bon, vous comprenez un peu comment tout ce dialogue se développe à cause de ça. Alors, pour abréger un petit peu, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tout, mais on ne va pas pouvoir lire tout, mais par exemple ceci sur l'obéissance, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un jeune prince, et surtout qu'on va commander une armée, et qu'on va guerroyer, et Cyrus a cette mission, il a une formation guerrière très très importante. Alors l'obéissance, c'est quoi? Je crois n'être pas sans expérience, dit-il. Toi-même, dès mon enfance, tu me l'apprenais en me forçant à obéir. Après cela, tu m'as mis entre les mains de mes maîtres qui faisaient de même. Quand nous fûmes dans la classe des jeunes gens, notre chef s'y employait énergiquement. Enfin, il me semble que la plupart des lois nous apprennent avant tout ces deux choses. Commander et être commandé. Commander et être commandé. Et lorsque j'y réfléchis, je crois constater que le meilleur encouragement à l'obéissance, ce sont toujours les louanges et les honneurs pour qui obéit, le déshonneur et les châtiments pour qui désobéit. Oui, mon enfant, dit Cambise, son père, pour se faire obéir de force, c'est bien la marche à suivre. Mais pour obtenir ce qui vaut beaucoup mieux, une obéissance volontaire, il existe une autre voie plus courte. Si les hommes estiment quelqu'un plus avisé qu'eux-mêmes, touchant leur intérêt, ils lui obéissent de grand cœur. Tu pourrais te rendre compte qu'il en est ainsi dans bien des cas. Par exemple, celui... où est-ce que j'ai ma suite? Page 46, le bon chef, tiens, c'est celui... Bon, ben, je suis désolée. Mais mon enfant, as-tu oublié notre réflexion que nous fîmes un jour, toi et moi? Juste ça, et c'est ça tout. Nous disions que c'est une tâche convenable et belle de faire tous ces efforts pour devenir soi-même un homme vraiment accompli et pour assurer largement sa propre subsistance. Mais, si c'est là une grande tâche, savoir veiller sur les autres hommes, de façon à les pourvoir abondamment de tout le nécessaire et à les rendre tous tels qu'ils doivent être
nous paraissait une œuvre digne assurément d'admiration. Oui, par Zeus, père, je me rappelle que tu disais cela aussi, et je trouvais comme toi que c'est une tâche extrêmement difficile d'être un bon chef. Je suis aujourd'hui encore du même avis quand j'examine le principe même du commandement et que j'y réfléchis. Voilà. Alors voilà l'émergence d'une réflexion de la part d'un jeune chef. Bien sûr, il y a l'interprète qui est Xénophon, hein, qui fait passer aussi beaucoup de philosophie sur le rôle du chef. Et il termine sur cette phrase: je constate que tout le monde, à commencer par nos amis d'ici, s'imagine que le chef doit se distinguer de ceux qu'il commande par des repas plus somptueux, plus d'or dans sa caisse, un sommeil plus long et d'une façon générale une vie moins pénible que la leur. Selon moi, au contraire, ce n'est pas par la mollesse ni le faste que le chef doit se distinguer des hommes qu'il a sous ses ordres, mais par sa vigilance et son ardeur au travail. Voilà. Voilà la conception du jeune Cyrus de mener une vie de guide du peuple. Nous sommes donc à la fin du XVIe siècle.